Bien, bonjour à toutes et tous et bonjour à mes intervenants que je suis très heureux de recevoir. On va parler aujourd'hui de l'intégration de l'IA dans les entreprises. Comme vous le savez, ChatGPT a maintenant un peu plus d'un an et demi. Et en un an et demi, on a eu une année un peu de test. Et cette année, on a un peu l'impression que c'est l'année du concret. Voilà, 2024, après 2023, il y a eu du test. 2024, l'année du concret. Alors, les questions qu'on se propose, la première, c'est les entreprises, avant de se lancer dans un projet en IA, à quoi elles doivent penser aujourd'hui? Redouane, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit qu'avant de même se poser le b.a.-ba du lancement du projet, il y avait beaucoup de grandes questions macronomie à se poser. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Merci et merci pour l'invitation, avec plaisir pour vous répondre. Je pense que 2024 et les 3 prochaines années, c'est une magnifique opportunité pour la France et l'Europe, parce que quand on prend les pays européens, tout seuls, ils sont petits, et quand on les voit tous ensemble, ça fait un grand ensemble. C'est une belle opportunité pour l'Europe, en tant que société grande entreprise, de construire, moi, ce que j'appelle un nouveau récit européen. Et l'IA peut être un catalyseur pour reconstruire un nouveau récit européen. Et pourquoi je pense que c'est important? Parce que si vous regardez dans le passé, l'Europe, à un certain moment, a eu des récits. On a construit Airbus, on a construit Arianespace, on a construit le CERN, on a construit quelque chose qui permet de fédérer. Et là, on est dans une configuration, en fait, indépendamment de ce qu'on va faire les entreprises, il va falloir préparer les entreprises françaises et européennes à des grandes batailles, ce qui a été dit avant moi. Ce sont des grandes batailles de géopolitique, d'investissement, de comment on positionne l'humain et comment on prépare nos entreprises. Et le nerf de la guerre va être à la fois l'investissement et la vision politique et la vision également stratégique que de grands acteurs, que sont les Américains ou les Chinois, mixent dès le départ. Et donc, en réalité, au-delà de la dimension opérationnelle qui consiste à dire comment on va mettre en place l'intelligence artificielle dans les entreprises, il y a un débat, à mon sens, qui est plus profond, qui consiste à dire comment est-ce qu'on se positionne sur les 10 prochaines années, sur des sujets de souveraineté, sur lesquels on pourra revenir, sur des sujets de société, sur des sujets, sans être pessimiste, potentiellement de déclassement économique et social, si à un moment donné, on n'a pas la capacité à aller rapidement sur une vision partagée. J'aime bien cette image qui consiste à dire, si vous aimez un peu la navigation, nos grands concurrents fabriquent en mode industriel des grands paquebots, et puis ils ont des startups qui les suivent et qui deviennent des grands paquebots. Nous, on a beaucoup de petites structures, de petites goélettes, de petites startups, et on n'a pas assez de gros paquebots. Et il faut faire grandir tout ça en même temps. Les chiffres sont assez impressionnants quand on les regarde. On peut prendre un peu de recul par rapport aux chiffres, mais OpenAI, c'est une levée de fonds de plus de 100 milliards. C'est 700 000 $ dépensés tous les jours. Les Américains dépensent 50 milliards dans des partenariats publics-privés. Les Européens, 10 milliards. Enfin, les Chinois, pardon, 10 milliards. Les Français, les Européens, 5 milliards. Les Français, on est sur 3,7 milliards sur un horizon de 3 ans. Le nerf de la guerre va être important, c'est-à-dire la dimension financière, recherche, capacité à avoir des partenariats publics-privés, capacité à repenser l'individu là-dedans. Et en fait, pour les entreprises, le sujet ne peut pas être abordé que sous l'angle, je dirais, de l'innovation. Il doit être abordé sous un angle beaucoup plus large pour embrasser l'ensemble de l'entreprise et avoir une place dans la société. Béatrice, vous, avant d'aller voir, voilà, donc IBM a notamment une grande boîte à outils en ligne, WatsonX. Avant d'aller vous voir pour déployer un projet d'IA, quelles questions doivent se poser les entreprises? Bonjour à toutes et à tous. En fait, fondamentalement, c'est utiliser l'IA et l'IA générative pour quoi faire? Et l'objectif, c'est de créer de la valeur. Il y a bien sûr un certain nombre de garde-fous à mettre en place, mais c'est cette notion de création de valeur. Et pour nous, fondamentalement, la question corollaire, c'est comment on peut utiliser ces technologies pour augmenter l'homme et la femme dans leur rôle dans l'entreprise ou dans l'organisation. Donc c'est vraiment important de faire ça. Donc je dirais la première question, c'est de réfléchir à l'alignement par rapport à la stratégie de l'entreprise, par rapport à ses grandes priorités, sur ce que l'on peut aller chercher avec l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA générative, en fait, a donné un grand coup d'accélérateur. Donc, il faut absolument y associer les métiers et commencer à travailler sur des cartographies, en fait, de cas d'usage et de faire des cercles de priorisation pour voir par où commencer. Et ce qui est intéressant, c'est que suivant la culture de l'entreprise, les compétences et la maturité, en fait, on voit certaines entreprises qui ont déjà
toute une liste de cas d'usage qui ont été recensés et ils sont en train de voir comment ils avancent très très vite maintenant, et d'autres qui sont en train de se poser la question. Voilà, donc on voit vraiment différentes typologies. Laurent, vous avez des accompagnements très personnalisés, justement, notamment une grande partie où vous allez aider les entreprises à créer leur propre IA. Quelles compétences cherchez-vous chez ces entreprises? Voilà, donc à Lighton, nous, on est une start-up qui avons la particularité de maîtriser toute la chaîne technologique, de créer nos propres LLM, Large Language Models. On en a créé une douzaine, entre 1 et 150 milliards de paramètres, jusqu'au déploiement dans les entreprises. Je dirais, quand une entreprise veut déployer un système d'IA, en plus du question, je rejoins tout à fait ce qui a été dit précisément, partir des use cases, partir de se dire où est-ce que ça va apporter de la valeur, où est-ce que ça va permettre des gains de productivité. Il y a aussi des choix stratégiques, comme le choix de choisir des modèles fermés propriétaires ou des modèles ouverts. L'open source a été déjà mentionné plusieurs fois sur cette scène. Il y a aussi le choix de est-ce que je vais amener mes données au modèle ou est-ce que c'est mon modèle qui va vers les données. Nous, à Lighton, notre spécificité, c'est qu'on va aller déployer le LLM et toute l'infrastructure directement sur l'infra de nos clients en mode cloud privé. Justement, vous avez aussi, Redouane voulait réagir peut-être? Oui, ce que je trouve aussi intéressant par rapport à ce qui a été dit, c'est que ça oblige aujourd'hui le dirigeant à prendre le sujet à bras le corps directement. C'est-à-dire que c'est plus des sujets sur lesquels on peut simplement dire j'ai mis des moyens informatiques, j'ai un CDO, j'ai un CTO, les directions métiers travaillent ensemble. Il est dans l'obligation aujourd'hui, quand on voit toutes les vagues, parce que derrière l'IA, il y a du cloud, il y a de la cyber, il y a beaucoup de sujets techniques qui arrivent, et puis en réalité, la technologie évolue tellement vite qu'à un moment donné, le dirigeant doit se forger des convictions. Et au-delà du fait de dire on a mis en place 20, 30, 50, 100 cas d'usage, le dirigeant aujourd'hui, les dirigeants doivent se poser une question sur quelles convictions, quelle réalité économique, qu'est-ce que ça va nous apporter, comment ça va transformer notre organisation. Ces sujets-là vont toucher à la fois ce qu'on appelle l'école bleue et l'école blanc. Ce n'est pas simplement un sujet, je dirais, d'efficacité opérationnelle, ça touche plus profondément l'entreprise dans sa manière de se penser, de s'organiser, de définir sa stratégie. Ce n'est pas de la tech pour de la tech, c'est la dimension stratégique humaine est bien plus profonde qu'on ne le pense, parce qu'elle va transformer de manière assez forte les organisations. Et donc, par rapport à ce que disaient mes collègues, le premier point, c'est de partir toujours de l'usage. Et l'usage, il a toujours une réalité économique qui est derrière. Pourquoi ça, c'est important? Parce que ça permet de rester concret et donc d'avancer sur des choses pour lesquelles les gens vont s'approprier les sujets. Parce que derrière ça, sans être trop long, je pense que ce dont on parle, c'est, et Asma en parlait tout à l'heure, c'est la capacité à réinventer le quotient technologique d'une entreprise à tous les niveaux. Et donc, si le quotient technologique n'augmente pas via notamment l'IA, en fait, il va y avoir une dispersion. Souvent, j'entends qu'on dépense beaucoup d'argent ou pas assez. Il y a une étude qui démontre que tout ce qui a été investi en Europe sur les sujets de technologie ou même d'IA sur les 2-3 dernières années, si vous regardez ce qu'ont dépensé les Américains, ils ont parfois dépensé moins, mais avec une focalisation qui est plus grande. Donc, ce n'est pas qu'une question d'investissement ou de capacité à créer, c'est une capacité aussi de focalisation et d'industrialisation. Béatrice? Oui, et je pense que Redouane a pas mal parlé du côté business case. Nous, ce qu'on observe, c'est que les clients se posent beaucoup de questions sur les ROI, justement. Ce qui veut dire que les modèles de pricing sont vraiment aussi questionnés pour s'assurer qu'en fait, ils sont pertinents par rapport précisément au cas d'usage. Il y a un des points qui me paraît important, on parle des modèles. Nous aussi, on a une approche multimodèle très ouverte. On a des partenariats avec Hugging Face, avec Mistral, avec, je dirais, différents acteurs, même si on a nos propres modèles. Mais on milite pour des petits modèles ciblés. Ça a l'avantage de la frugalité et ça a l'avantage aussi de baisser les coûts, ce qui est très important quand on établit le ROI. Et je peux vous donner l'exemple d'un grand industriel français dans le domaine du transport. On est parti d'un use case sur le support de la maintenance, où en fait on a pris le modèle de Meta de 70 milliards de paramètres, et ensuite on a ajusté et on a eu les mêmes résultats avec leur modèle de 7 milliards de paramètres, en le customisant.
Donc il y a tout ce travail à faire, je dirais, ensuite de travailler le choix des modèles et leur ajustement en termes de taille, pour s'assurer qu'au-delà du côté écologique, évidemment, qui va être quand même une des préoccupations de tout le monde, il y a aussi l'enjeu économique. Oui, pour réagir un peu là-dessus, effectivement, la grande révolution un peu copernicienne du Generative AI, c'est de dire que l'AI n'est plus une affaire des DSI. Et l'AI, maintenant, on parle avec vraiment les gens des métiers, et on arrive à travers ce prisme du Generative AI, on arrive à transformer les gens aussi divers que les gens du marketing, du support client, de la R&D, la production, du légal, du procurement, etc. etc. Et maintenant, les besoins arrivent des gens métiers. Et je suis absolument d'accord que des petits modèles bien entraînés, sur des cas d'usage concrets, peuvent répondre aussi bien que des très grands modèles. C'est un peu l'autre, ce qu'on sait dans les grands titres, on parle beaucoup de la course à la performance, qui de GPT-4, de Anthropic, Claude 3, qui est le plus fort. C'est pas forcément le plus intéressant pour les entreprises, cette grande course à l'armement. Je pense qu'il va y avoir on va continuer à faire des modèles de plus en plus performants, des modèles avec des capacités de planification, des modèles avec des capacités de raisonnement, etc. Ça va continuer, cette course à l'armement sur les plus gros modèles. Mais maintenant, quand on parle de concrètement dans l'entreprise, passer en production avec des milliers ou des dizaines de milliers d'utilisateurs en simultané, on ne va pas avoir forcément des modèles à 500 milliards de paramètres. Oui, et je pense que ce qui est très important, c'est de savoir avec quelles données on travaille sur ces modèles. Je peux vous donner l'exemple. Alors nous, on a des gros et des petits modèles, on prône les petits modèles, mais sur notre modèle Granit de 13 milliards de paramètres, on est parti de 6,6 téraoctets de données. Quand on a appliqué nos filtres de ce qu'on appelle une donnée de confiance, donc en enlevant les biais, les préjugés sociaux, toutes les données qui n'étaient pas couvertes sur le plan de la propriété intellectuelle, on est arrivé à 2 téraoctets. Donc on voit qu'en fait, on en a enlevé les 2 tiers. Et je vous donne cet exemple-là, nous on le vit dans l'intérieur en développant notre modèle, mais c'est ce qui se passe en fait si on ne fait pas attention finalement à cet aspect de données de confiance. Peut-être en corollaire, un des grands risques, c'est pas l'innovation en tant que telle. Il y a beaucoup de startups, les entreprises se sont appropriées le sujet. Le vrai risque face à la compétition, c'est il y a un foisonnement qui parfois masque une focalisation. Et en fait, le vrai enjeu, c'est le passage à l'échelle et la rapidité d'exécution. Et donc, ce qui va être déterminant pour les entreprises, mais aussi bien pour toutes les startups, on a des startups en France d'excellente qualité, c'est le passage à l'échelle et la vitesse d'exécution, parce que nos grands concurrents, cette dimension de passage à l'échelle et de vitesse d'exécution, ils la pensent nativement dès le départ. Et donc, ils ne se posent pas de question de se dire, on va tester un certain nombre de choses et puis on verra ensuite comment ça fonctionne. C'est intrinsèque. Et nous, parfois, on est un peu nombriliste en regardant la qualité de ce qu'on peut produire en termes d'idées, d'innovation et de modèles, mais on ne pense pas nécessairement à cette dimension de passage à l'échelle et d'industrialisation. Et en fait, c'est là où nos concurrents nous dépassent, même s'ils ont souvent moins d'idées que nous au départ. Un autre sujet que je voulais aborder, donc vous l'avez dit, avec l'IA générative, on n'a jamais eu autant de personnes dans l'entreprise qui se sont intéressées. Mais est-ce que les entreprises ont déjà les profils suffisants pour prendre la vague IA générative? Est-ce qu'il y avait assez de données? Quand vous allez voir des entreprises pour déployer des projets, est-ce qu'il y a des manquements que vous voyez régulièrement? Ou est-ce qu'au final, les précédentes vagues d'IA ont bien préparé les entreprises? Non, je pense qu'effectivement, il y a des profils nouveaux qui apparaissent. On a beaucoup parlé des prompt engineers, par exemple, qui sont ces nouveaux métiers sur apprendre à parler à ces grands modèles de langage. Mais je pense aussi à tous les métiers qu'on appelle aussi MLOps, vraiment des métiers de déploiement de cette IA qui sont très spécifiques. Et en effet, un des rôles qu'on a à Lighton, nous, c'est d'accompagner les entreprises faire monter en compétence vraiment nos clients sur ce type de technologie. Ouais. Oui, je pense qu'il faut créer, si ce n'est pas déjà fait dans l'entreprise, une envie, une émulation, une acculturation, un hackathon, des promptatons, enfin il y a plein de modèles.
Il y a des clients qui créent des académies. On aide des clients à créer des académies, ce qui permet d'attirer les talents, de créer des expériences intéressantes pour des collaborateurs, y compris ceux qui viennent des métiers. Maintenant, c'est vrai que ce qui est important, c'est de faire l'expérimentation hyper concrète, rapide. Et j'avoue que la Generative AI nous fait encore raccourcir les cycles d'expérimentation par rapport à l'IA dite traditionnelle. En 4 semaines, on arrive à voir si le cas d'usage il est pertinent ou pas. Et c'est une excellente mise à l'épreuve aussi, je dirais, de la façon dont l'entreprise va s'approprier et réagir. Après, ce qui est important quand on fait l'expérimentation, c'est de se mettre dès le départ dans une logique d'industrialisation et de mise en production, et non pas de faire des expérimentations hors sol. Parce que sinon, dans ces cas-là, l'entreprise, j'allais dire, perd son temps, parce qu'elle crée des expérimentations, mais finalement, ça ne s'accroche jamais à la vie réelle de l'entreprise. Le modèle, pour moi, idéal, je dirais, d'adoption de l'IA et de l'IA générative, et pour le quantique, ça sera le même modèle. C'est un modèle centré sur les cas d'usage, mais cette logique d'industrialisation, on les appelle comme on veut, des cognitive factories, enfin, peu importe le terme, mais à un moment donné, on a bien combiné l'agilité et l'industrialisation, où on standardise tout ce qu'on peut standardiser, et on passe les cas d'usage à l'intérieur de cette factory et ils ressortent en production et sous contrôle. On prend souvent l'exemple de Crédit Mutuel parce que pour nous, on considère qu'il y a un degré de maturité incroyable. Ils ont plus de 100 cas d'usage extrêmement importants qui sont allés chercher dans tous les process de l'entreprise. Et aujourd'hui, ils peuvent dire que 30% de leur chiffre d'affaires a été influencé par une composante d'IA. Je trouve que c'est intéressant de le voir sous cet angle en fait. Merci. Juste petit dernier mot, je vous demanderai de faire bref. Structurellement, nous sommes en déficit de talent. Structurellement. On a un vieillissement de population, on ne fabrique pas assez d'ingénieurs, on a un modèle d'éducation qui doit évoluer, qui n'a pas assez évolué. Et je pense qu'il faut que ce qu'on fait là sur la dimension Gen AI et de l'intelligence artificielle, elle doit nativement être très inclusive, parce que moi je la réfléchis plus au niveau de la Méditerranée, au niveau des pays d'Afrique qui sont en capacité de produire des ingénieurs, et plutôt que de laisser nos concurrents établir des relations géopolitiques et économiques avec eux, on a un bassin sur lequel on a de l'histoire, du lien, et sur lequel on peut capitaliser aussi sur la dimension talent pour aller un peu plus loin et être plus inclusif. Merci beaucoup. Sur ce mot, on reparlera d'ailleurs des talents plus tard dans la journée, donc je vous invite à rester. Merci beaucoup pour votre temps.